messieurs, il n'est plus un secret pour personne que l'industrialisation et surtout l'agriculture intensive ont détruit la planète. Même si l'Afrique n'est pas le premier responsable, elle paye quand même le prix fort, puisque réceptacle des déchets industriels et terres par excellence, des pesticides et autres intrants agricoles polluants face au dérèglement climatique et surtout aux nouvelles maladies incontrôlables. Des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler à une utilisation plus écologique de la terre. Dans le même temps, la population humaine va de façon croissante par rapport à son rythme. Alors, comment solutionner cette équation afin de garantir un environnement humain et durable pour la future génération, ne serait-ce que sur le continent africain, d'où ce thème: Afrique, quelle agriculture pour une vie épanouie et durable. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs, un du domaine de l'agriculture et l'autre du plan phytothérapeute, mais également engagé pour la cause africaine. Georges Ayelade Oluosa, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors je rappelle que vous êtes phytothérapeute et panafricain engagé. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est Philippe Roussomi, promoteur d'agriculture naturelle. Monsieur Roussomi, merci d'être là aussi. Merci. Alors, avec vous, je m'en vais donc démarrer cette émission pour savoir s'il est aujourd'hui possible de dire encore en Afrique et également dans le monde qu'on est en train de manger de façon bio. Je vous remercie et je remercie notre confrère. Le thème qui a été choisi, je crois que ça a été un choix de qualité, en ce sens que aujourd'hui, dans le monde, en Afrique comme dans le monde bien sûr, l'agriculture doit être revue. Et je crois que pour couper court, il est encore possible qu'on ait une agriculture naturelle et durable. Vous pensez qu'on peut encore dire, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'on mange bio? Là, non. Merci. Là, non. Oluosa, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il est possible de croire encore, parce que des structures existent, des magasins existent, et on vous propose quand même des produits bio. C'est possible en l'état? En l'état actuel, ce n'est plus possible. C'est pour cela qu'il est très urgent de prendre des dispositions, surtout par rapport à la position d'Africains que nous sommes, parce que nous sommes détenteurs des réalités originelles de la vie. Et c'est une obligation de le faire, c'est notre devoir. Personne ne viendra le faire à notre place. Et c'est en cela, je dis, avant même de commencer cette émission, de remercier l'Éternel. L'Éternel, un bon Père qui a construit le ciel et la terre. Celui-là qui, en 5 jours, a créé tout ce qu'il faut pour le bonheur de l'être humain avant d'avoir créé l'être humain le 6e jour. Il faut vraiment le remercier parce qu'il a créé la faune, la flore et tout ce dont on a besoin dans tout ce qu'il a eu à créer pour nous, notre bonheur, avant de créer l'homme le 6e jour. C'est en cela que je dis que ça bénit son nom parce qu'il a lancé les grands chantiers du développement durable. C'est à nous, en principe, d'aller à son école et d'implémenter cette façon de faire pour que nous puissions bénéficier des bonheurs qu'il a créés sur cette planète Terre-là, en principe. C'est de notre devoir. Monsieur Roussomi, oui. S'il n'est plus possible aujourd'hui de dire que nous sommes en train de consommer bio, est-ce que vous pensez qu'une agriculture écologique est encore possible au XXIe siècle? Je crois que c'est ce qui nous réunit, c'est bien possible. Et nous autres, c'est sur ce point-là que nous sommes. L'agriculture naturelle, l'agriculture durable aujourd'hui doit être quelque chose qui doit être pensé de tous. Je prends un petit exemple. L'agriculture étant le socle de tout développement, je ne pense pas qu'il y ait un être humain sur la terre qui ne mange pas. Si cette personne ne mange pas, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Voilà. Alors l'agriculture naturelle, aujourd'hui, lorsque nous regardons le plan, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, on constate qu'il y a de la fiction qui prend le dessus sur le naturel. Parce que là... la fiction à quel niveau? Au niveau de l'agriculture, bien sûr. Quand je parle de fiction, je parle de tout ce qui vient comme OGM, tout ce qui est chimique, voilà. Parce que le naturel est en train d'être bafoué. L'agriculture, avant, on n'utilisait pas d'intrants. On n'utilisait pas de biopesticides, rien de tout ça, rien. Mais aujourd'hui, la chose est allée tellement que
même lorsque vous proposez des solutions naturelles et durables, les gens refusent. Et ils préfèrent utiliser les engrais chimiques. Je me demande où est-ce qu'on va avec tout ça, alors qu'il y a bel et bien des solutions ici chez nous, que ce soit au Bénin comme en Afrique, partout en Afrique, il y a des solutions, il y a des gens qui se battent pour cette cause-là. Et moi, qui suis ici, c'est vrai, je devrais commencer par là, parce que là, je travaille avec un monsieur qui est un pasteur, qu'on appelle Podekon Israël Satondi, on l'appelle communément pasteur Aouyan, qui travaille en ce sens-là. Il n'est pas agronome, il n'est pas un expert agronome, mais il met la spiritualité au profit du développement durable. Voilà. Et là, nous sommes dans le domaine de l'agriculture. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour savoir si véritablement aujourd'hui une agriculture industrielle est possible sans les intrants. Mais Olosa, est-ce que vous pensez qu'une agriculture écologique n'est pas véritablement l'heure aujourd'hui au XXIe siècle, quand on est sérieux? Si il faut considérer la pénibilité du travail de l'agriculture biologique, nous dirons que ça va être compliqué. Et vu aussi le nombre de bouches à nourrir aujourd'hui sur la planète Terre, on dira que c'est compliqué. Mais lorsqu'on évalue la portée clinique de l'alimentation naturelle, nous dirons que nous gagnons mieux de le faire que de se cramponner à l'alimentation industrielle ou bien à l'alimentation telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Donc c'est mieux que nous réglions plusieurs problèmes à la fois en faisant face à l'agriculture durable. C'est vrai que sur le plan de la quantité et que nous sortirons de cette agriculture-là et nous allons travailler sur un certain nombre de paramètres qui permettent de faire quoi? De faire cette agriculture-là qui est écologique, mais qui produit aussi beaucoup. C'est en cela que nous disons que l'agriculture familiale, comme les gens l'appellent le plus souvent, est à privilégier actuellement. Quitte à l'améliorer, et je sais qu'il y a des gens qui travaillent déjà dans ce domaine-là, un peu comme nous. Et même au Bénin ici, je peux citer, d'ici à là, je vais citer parce que j'ai eu, un peu comme on est en train d'échanger avec le frère Philippe aujourd'hui, j'ai contacté beaucoup de personnes sur le terrain qui sont dans le domaine, par exemple, de l'élevage biologique, dans le domaine de l'agriculture biologique à partir des fientes et tout ça là. Nous avons échangé parce que nous, notre objectif, comme je le dis, nous sommes des afro-optimistes. Et nous disons que le monde d'aujourd'hui doit être... l'Afrique doit, à partir de ce qu'elle détient comme pouvoir naturel, mettre à la disposition d'elle-même ce qui est bon pour la nourrir et pour impulser cela dans le monde entier aujourd'hui, parce que le monde entier aujourd'hui attend l'Afrique par rapport à cette réalité-là. Eux, ils ont galvaudé tout à l'hôtel de l'argent. Ils ont industrialisé tout et galvaudé tout à l'hôtel de l'argent. Donc, tout est devenu artificiel. Donc, c'est l'Afrique qui détient encore les connaissances ancestrales qui permettent de faire quoi? De produire de façon naturelle et de nourrir le monde aujourd'hui et d'éviter les maladies. C'est très important. Alors, dites-nous, M. Moussoumi, si une agriculture intensive est possible aujourd'hui sans apport chimique, soyons sérieux. J'irai pas à pas. On sait comprendre cela. Aujourd'hui, c'est bien possible de le faire. Une agriculture industrielle? Oui. À la lieu où la population croit là? Oui. Expliquez-nous un peu. Voilà. Nous, par exemple, voilà, je vous parlais tout à l'heure d'un pasteur Aouyan. Un monsieur, un homme de Dieu avec qui moi je travaille. Vous voyez, lorsque vous pensez quelque chose et que vous voulez la réaliser, vous mettez les moyens à profit. Voilà. Si nous disons déjà au début que ce n'est pas possible d'avoir la solution, ça veut dire que nous-mêmes, on reste bornés. Mais lorsque vous faites l'ouverture d'horizon dans votre tête, mais c'est possible de trouver. Lorsque vous dites ça, alors là, vous vous mettez à chercher. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de la tête de la personne qui trouve la solution. On a besoin des solutions durables. Moi, au début, je ne savais pas qu'il y avait d'engrais bio. Moi, quand on était enfant, on ne voyait que ce qu'on donnait là. Je ne veux pas appeler de nom. Voilà, ce qui nous a tués tout le temps.
Mais aujourd'hui, moi, je me mets dans un système où on ne parle que d'agriculture naturelle. Nous, on a des dizaines d'hectares que nous produisons et on ne fait pas ça. Avec le pasteur haoyen, on a des hectares que nous produisons. Et aujourd'hui, vous voyez, lorsque vous dites à quelqu'un que nous avons de l'herbicide bio, on vous dit, mais bah, c'est pas possible. Envoie un peu que je vois. Tu es sérieux là? Mais moi, je vis ça au quotidien. Vous voyez? Donc si déjà... C'est vous qui produisez l'herbicide? Si, c'est nous-mêmes qui produisons. D'accord. C'est nous-mêmes qui produisons et c'est 100% naturel. Et celui qui produit, c'est le pasteur. Nous sommes juste là pour relayer l'information. Voilà. Donc, l'agriculture intensive, sans usage d'intrants chimiques, c'est bel et bien possible. Il faudrait que nous pensions à faire croître l'information peu à peu et sur toutes les couches. Il ne faudrait pas dire que c'est des enfants. Il ne faudrait pas dire qu'ils sont trop vieux. Il ne faudrait pas dire que juste parce que lui, c'est un bureaucrate. Non. Est-ce que l'agriculture est une affaire du producteur agricole seul? Au contraire, combien il consomme? Voilà, donc là, nous avons pensé ainsi. Le pasteur haoyen a pensé ainsi et les solutions sont en train d'être apportées. Je vous donne un exemple, avant qu'on ne revienne là-dessus. Il y a un engrais qu'il est en train de partager aujourd'hui à toute l'humanité. Un engrais biologique qui est fait à base de jus de fruits. Il vous suffira juste de trouver 1000 francs CFA. Bon, excusez-moi si je parle du CFA. 1000 francs CFA, ok? Et avec ces 1000 francs, vous allez pouvoir produire de l'engrais biologique pour au moins 10 hectares. Et voilà une vérité africaine qui est là et que les gens ne veulent pas accepter. C'est le pasteur haoyen qui a mis ça sur pied. Il a refusé de commercialiser. Dites-moi, si aujourd'hui, on pourrait mettre ça à disposition de tout le monde, dites-moi que d'ici là, l'agriculture intensive ne pourra pas être industrielle avec ou sans intrants, même si c'est des intrants biologiques. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu la solution à quelque chose que nous allons dire que la solution n'existe pas. Si des gens sont bloqués, qu'ils restent bloqués pour que ceux qui ont les bonnes idées travaillent. Voilà. Si les gens sont bloqués, l'afro-optimisme, d'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas être réaliste à un moment donné? Il y a des voix qui ont dénoncé quand même les femmes africaines qui produisent beaucoup d'enfants. Excusez l'expression, c'est pas moi qui le dis. C'est dit ailleurs par une voix bien indiquée. Monsieur Ouroussa, même si vous êtes optimiste pour l'Afrique, est-ce que vous pensez qu'à l'allure où va sa population de façon croissante, une agriculture sortie complètement du volet industriel peut permettre à cette population de répondre à l'autosuffisance alimentaire? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question très pertinente. Le peuplement exponentiel n'a jamais été un problème pour le développement d'un État. Ah bon? Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est les accointances d'ordre politique ou de colonisation continue. C'est là où tout le problème se pose. D'accord? Mais chaque fois, les dirigeants africains vont chercher quand même de l'aide alimentaire, rappelez-vous. La Chine a été aidée par l'Afrique, par le Bénin, par le Togo. Ça, c'est des choses que nous connaissons il y a 25 ou 30 ans à côté. Qu'est-ce qui a fait que la Chine a pris? C'est parce que les gens ont compris à un moment donné qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils ont fini avec les velléités de la colonisation continue. Ils se sont retirés dans leur bassin. Ils ont appris pendant un bout de temps. Et après, ils se sont renfermés sur eux-mêmes et puis ils ont lancé leur bombe de développement. Et ça a pris. Quel est le peuple au monde aujourd'hui qui a plus le pays au monde aujourd'hui qui a plus peuplé que la Chine? Mais ils ont mis ce peuplement-là au service du développement après avoir réfléchi et pensé les épines dorsales du développement. Et dès qu'ils ont lancé le développement, vous avez vu comment ça a pris? Mais je ne dis pas que comparaison est raison. Nous pouvons appliquer ces réalités-là dans notre réalité en tenant compte, en faisant quoi? En lisant entre les lignes de la globalisation dont les gens nous parlent aujourd'hui. La globalisation, oui, mais il faut savoir lire entre les lignes et savoir quelle potentialité nous avons et qu'est-ce que nous devons mettre sur la table de cette histoire de globalisation-là. Ce sur quoi nous pouvons jouer, c'est sur les bras valides que nous avons, notre jeunesse. Nous avons la jeunesse qui est là. Le reste, c'est de bien penser les choses et de casser les liens de, comment vous appelez ça, les liens de la colonisation continue, et
mettre cette jeunesse-là au travail. Je donne par exemple, comme on est en train de le dire, l'agriculture biologique, en principe, c'est une source de main-d'œuvre où il faut mettre les gens pour travailler. Mais il faut ouvrir les brèches pour permettre d'écouler de façon et comment vous appelez ça, de façon même mondiale cette histoire-là. Je ne peux pas concevoir aujourd'hui qu'on a des gens ici qui ne travaillent pas. C'est pas possible. Nous avons le label africain qui est là, le label naturel africain qui est là. Le monde en a besoin. Je donne l'exemple par exemple du miel béninois que l'UE est en train de prendre depuis et a reconnu depuis 2 ou 3 ans. Voilà, c'est une aubaine. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont naturelles. Oui, c'est justement là la grosse interrogation quand vous parlez de l'Union européenne. C'est un grand marché, mais ne pas travailler aujourd'hui ce miel que vous évoquez en dimension industrielle. Est-ce que vous pensez qu'on peut répondre à l'attente de ce marché-là? On peut, dans l'échelle même des trucs là, de la famille ou des familles, un peu comme l'agriculture et familiale, parce que c'est l'agriculture familiale qui est le socle même du vrai agriculture. De la vraie agriculture. Donc, à cette échelle-là, nous pouvons organiser beaucoup de choses qui permettent déjà de sortir nos vaillantes populations des villages, de l'ornière. Et à l'échelle nationale, ça dit pris comme ça, à l'échelle micro, c'est-à-dire au niveau des paysans ou des familles, on peut généraliser cela au niveau de nos couches défavorisées et dans une forme d'émulation, nous organisons cette situation-là qui permettra de faire quoi? De mettre tout le monde à l'œuvre. De mettre tout le monde à l'œuvre. Donc, le truc là bio, le label bio béninois ou africain, peut être la chance de résorber, et comment vous appelez ça? De résorber le chômage ambiant qu'il y a actuellement. Donc la quantité ou bien le peuplement exagéré de l'Afrique en griffe n'est pas source de pauvreté, mais c'est ce qu'on en fait qui est le plus important. Alors, M. Oumoussouabi, vous dénonciez tout à l'heure parce que la question de l'innovation ou de l'invention n'est pas forcément liée ni à l'âge, ni à la taille de l'individu. Est-ce que vous avez comme l'impression qu'il y a des gens qui s'opposent à ce qui est fait par ce pasteur aujourd'hui? Oui, là, c'est une dimension qu'on n'aime pas trop développer. Mais là, nous sommes à une table où il faut dire la vérité. Vous êtes confronté à des firmes? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que je vais pas être trop global dans mes propos. Je vais prendre ce que nous vivons aujourd'hui. Le pasteur Aouyan, avec tout ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait absolument seul, sans partenaire financier, depuis son jeune âge. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez le garder pour toujours. L'agriculture biologique, l'agriculture naturelle, pour sa révolution, si vous comptez 1, 2 personnes, si c'est qu'il y a une seule personne qui fera ce travail-là dans le monde, ça sera le pasteur Aouyan. Je ne viens pas pour faire de la publicité, mais je parle de la réalité. Moi, je n'ai pas fait l'agronomie. Moi, je suis un homme de lettres. Je suis un homme de lettres. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans ce canevas-là. Je vous dis, lorsque moi, j'ai commencé par faire cette promotion-là, ici, au Bénin d'abord, je sais ce que j'ai enduré, avec les coups bas et autres. Les gens n'ont pas voulu tout de suite accepter les produits. Par exemple, l'engrais biologique dont on est en train de parler à base de jus de fruits. Venez au Bénin, allez sur le site maraîcher de Djefa, vous allez apprendre les merveilles de ce produit-là qui a été donné gratuitement. Au début, c'était quoi? C'était juste des essais. On a essayé de, je ne dirais pas vendre, mais lorsque vous donnez la chose gratuitement, les gens se disent que ça, c'est pas un bon produit. Donc, on a mis la quantité d'un hectare à 250. La quantité d'engrais qui va couvrir un hectare à 250. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé. Lorsque ça a commencé par prendre, les gens n'étaient pas d'accord parce que c'était comme si on était venu pour bousiller le marché qui existait déjà. Nous, on est fatigués d'utiliser tout le temps ces genres de choses-là. Je vous en prie. Et aujourd'hui, on nous dit, comment est-ce que... Qui est ce pasteur-là qui vient instaurer une nouvelle loi, un nouvel ordre. Mais on a besoin d'un nouvel ordre, puisque là, on est dans la 3e guerre mondiale. Et la 3e guerre mondiale sera spirituelle, on a dit. Si les gens n'ont pas compris, qu'ils le comprennent aujourd'hui. La spiritualité doit
forcément être mis au développement, au service du développement durable. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Et là, il ne faut pas diriger pour diriger. À partir d'aujourd'hui, il va falloir que les Africains comprennent que les vrais dirigeants ne sont pas ceux-là qui ont les diplômes, mais ceux-là qui ont les solutions durables pour le peuple. Voilà. Et le pasteur dont je parle en fait partie. Venez et parlez de la production biologique aujourd'hui et écoutez ce que les producteurs vont vous dire. Mais on reçoit des appels de partout. Merci donc à vous, avant de continuer, pour savoir véritablement ce qui se fait dans ce domaine-là. Vous êtes panafricaniste, Georges Ayelade Oluosa. Voilà donc des réactions qu'on note. Ce n'est pas du franc CFA qu'on va en parler. Vous savez quand même que les jeunes Africains qui ont tenté donc de braver et c'est interdit à la limite ont payé le prix fort des inventions des acteurs, des auteurs africains. Voilà donc les réponses réservées donc à ces innovations. Qu'est-ce que cela vous suscite en vous comme réaction? Bon, lorsque nous prenons déjà notre bataille au niveau de la santé, nous bravons presque les mêmes situations tous les jours. Lorsque nous prenons le volet santé, c'est la même chose. Si nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour élargir le champ de la santé de façon globale en allant vers la production, parce que aujourd'hui, il est indéniable de comprendre que la plupart des produits que nous avons dans nos plats ne sont plus des produits qui contiennent exactement la quantité d'oligo-éléments qui devaient être et qu'on devait avoir dans nos plats. Pourquoi cela se passe ainsi? C'est parce que non seulement la terre est dégradée, nous sommes obligés de mettre des engrais chimiques, et ces engrais chimiques ont des effets négatifs sur le corps humain, sur la terre de façon durable, parce que nous sommes, par exemple, lorsqu'on prend le Bénin, par exemple, depuis le nord, si nous prenons les champs, les bassins de coton, par exemple, où nous utilisons la plupart des engrais, les glyphosates et tout ce que vous voulez, nous sommes dans un bassin qui est versant de nord jusqu'au sud. D'accord? Tous les intrants utilisés de l'autre côté sont drainés par l'eau du nord jusqu'au sud qui vient se verser dans quoi? Dans le fleuve Ouémé. Le fleuve Okpara, le fleuve Ouémé. Et lorsqu'on prend toutes ces réalités-là, toutes les terres sont souillées depuis le nord jusqu'au sud. Donc, dans l'ensemble, quel produit nous pouvons avoir là qui permettra de nourrir les cellules souches et que ces cellules souches-là vont prendre et jouer leur rôle de défense du système et de boossage plutôt du système défensif de l'organisme. Ça n'existe pas. C'est pour cela que nous disons que c'est une urgence. Et c'est seulement l'Afrique qui peut faire ce travail-là. Parce que nous sommes nés dans l'agriculture biologique, nous sommes nés dans l'élevage biologique. Maintenant, avec le nombre que nous faisons aujourd'hui sur le plan du peuplement, il va falloir que nous fassions évoluer cette forme de voir les choses en apportant quelques changements qui permettront de faire ça, de booster cette production-là, mais en maintenant la qualité. La qualité des oligo-éléments qui constituent ces produits-là. Nous prenons par exemple la pomme. C'est pas produit chez nous, mais une pomme il y a 50 ans. Lorsque vous prenez la pomme aujourd'hui, elle a à peine 10% des oligo-éléments qu'une pomme il y a 50 ans devait avoir, et avait dans le temps. Donc, nous ne mangeons plus, mais nous remplissons le ventre. C'est en cela que... Oui, c'est l'industrialisation qui a conduit à tout ça. Absolument. Alors, dites-nous, Philippe Moussomi, promoteur d'agriculture naturelle, autant donc de réactions qu'on peut appeler à la limite obstacles que vous rencontrez. Mais est-ce que cela a émoussé l'ardeur du pasteur? Est-ce qu'il compte élargir davantage le champ des découvertes afin de véritablement renverser la tendance? Je dirais vigoureusement non. Parce que, je vous ai dit, nous sommes déterminés et on a des projets établis qu'on doit atteindre, on a des objectifs qu'on doit atteindre. Rien de tout ce qui est en train d'être dit n'a changé la vision. La vision est restée telle. Je crois que ce que nous allons demander, c'est la synergie des idées des Africains. Parce que là, vous voyez, on parle de la spiritualité qui est mise au profit du développement durable. Et en même temps que vous êtes en train de parler de ça, vous constatez dans le même temps que c'est un agronome, expert, ok, qui vous met les bâtons dans les roues. Bon, imaginez un instant. Puisque nous autres ne sommes pas des experts
et que la spiritualité nous a permis d'avoir les idées qu'il faut, d'avoir la solution que vous cherchez, je pense que c'est mieux de mettre ton expertise au profit de cette innovation-là pour qu'elle soit mise à profit de tout le monde. Vous voyez donc, rien du tout n'a changé la vision. Et nous, aujourd'hui, si je vais citer un peu, d'abord, je vais faire une précision. Tout ce que le pasteur Aouyan fait est gratuit. Il ne commercialise absolument rien. Qu'on soit très précis, il ne commercialise rien du tout. Le biofertilisant est gratuit pour tout le monde. Le biopesticide aussi est gratuit pour tout le monde. Mais il faut forcément qu'on ait de l'argent, un peu de financement pour que les résultats évoluent. Alors, est-ce que ce faisant, puisque c'est des firmes internationales, des ONG et autres, surtout des partenaires techniques et financiers de l'extérieur qui apporteront de l'argent, est-ce que vous ne craignez pas que les mêmes causes produiront finalement les mêmes effets? Parce que ce n'est pas la première fois. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous faites sortir une idée innovatrice, une découverte, il paraît qu'il faut labelliser ou l'enregistrer, je ne sais où. Nous, on n'est pas dans ce schéma-là. Pourquoi est-ce que l'Afrique même ne peut pas créer ses propres normes? Ça, je suis d'accord. L'engrais, tout ce que nous sommes en train de faire, n'ira jamais nulle part. Dites-nous qu'on doit aller, je ne sais pas, à l'INRAB. Est-ce que l'INRAB, par exemple, aujourd'hui, parce que moi j'ai été là plusieurs fois, je peux donner l'exemple là, l'INRAB, qui est l'Institut national de recherche agricole au Bénin, est-ce que l'INRAB a ses propres normes? Non. Ou on pourra me dire, voilà, ce produit-là, qui est un intrant agricole découvert au Bénin, va respecter les normes que le Bénin même va instaurer ou l'Afrique va instaurer. Si ce n'est pas ça, on va partager gratuitement. Pourquoi? Parce que je vous dis que nous allons prendre de l'ananas, de l'orange et de l'eau de coco, plus du sucre, par exemple, pour produire de l'engrais. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de chimique dedans que je dois forcément aller analyser? Est-ce que ce n'est pas le même fruit là que les gens mangent? Mais non, mais restons réalistes. Olofa, quand les partenaires techniques et financiers vont commencer à mettre de la main à la poche pour pouvoir donc soutenir ces genres de recherche, en tout cas au plan local, est-ce que ce que vous appelez couper les liens de la colonisation continue n'est pas en train d'être amplifié? Ce serait en train d'être amplifié, monsieur le journaliste. C'est en cela que nous disons quoi, hein? L'Afrique a des problèmes. À partir des États, des micro-États, nous savons déjà quel est le problème que les États ont. D'accord? Maintenant, lorsqu'on pose le diagnostic et que les diagnostics sont connus, il faut se poser la question de savoir quel est le niveau de sacrifice qu'il faut faire pour que des objectifs bien tracés soient atteints. C'est ça le plus important. Partenaires techniques et financiers, d'accord, parce que nous sommes dans un monde globalisé, mais il faut faire très attention. Comme je le disais tantôt, oublions l'argent et battons-nous pour apporter des solutions à l'humanité, mais à partir des réalités, des expertises de chez nous. D'accord? Oublions l'argent. Désacralisons, commençons à désacraliser l'argent à l'autel du développement durable de la personne humaine. Si on peut déjà commencer par régler ces problèmes-là, en faisant quoi? En souffrant même. En souffrant le martyre, comme tu le dis, parce que nous aussi, nous sommes dans le front d'apporter des solutions sur le plan de la santé. Nous rencontrons les mêmes situations. Donc, lorsqu'on sait déjà ce qui attend devant, il vaut mieux savoir quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour atteindre l'objectif. Et comme je le dis, les gens ils n'ont pas à se faire. Ils n'ont pas à se faire. Les solutions que nous avons ici sont des solutions traditionnelles africaines. Nous sommes le socle de la vie. Nous sommes le socle du monde. D'accord? Ce n'est pas en brisant le thermomètre que l'international va régler les problèmes de la fièvre. Non. Ce n'est pas en brisant le thermomètre, mais en créant des passerelles qui permettent de reconnaître que chacun a une solution. Et cette solution, lorsqu'elle est traditionnelle et naturelle, il vaut mieux l'accompagner. Si vous ne voulez pas l'accompagner, laissez les gens
de façon à leur place, est observer. Et si vous pouvez en bénéficier, en bénéficier. Et là, on lève l'équivoque de l'argent. Et nous revenons à la sacralisation de la personne humaine que Dieu a confiée à l'être noir au départ. D'accord? Si on prend cette réalité, le monde d'aujourd'hui ne peut pas s'épanouir sans la race noire. Que les gens se détrompent. D'accord? On ne va pas rentrer quand même dans l'aspect religieux des choses, mais de toutes les façons, tout ça va de pair. C'est pas une affaire religieuse. Dites-nous, monsieur Nsomi, puisque aujourd'hui, vous parlez quand même d'un pasteur, on sait ce que ça veut dire, pasteur en Afrique aujourd'hui, c'est quand même les églises évangéliques, c'est un grand nombre, mais est-ce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas déjà un bon canal pour faire passer le message? Là, je crois que je ne parlerai pas trop en détail en ce sens-là, mais je peux vous dire que c'est un pasteur chercheur indépendant. Donc ça n'a aucun rapport avec sa foi religieuse? Ça a un rapport avec la foi, mais en réalité... Il y a des congénères, non? Si nous allons parler vraiment de ce volet-là, lorsque vous parlez de pasteur, ou vous parlez d'église évangélique, de protestants, de célestes, je crois que c'est le même Dieu. Absolument. Voilà. Donc, chez le pasteur, en réalité, il y a tout ce corps-là qui se retrouve. Il y a des protestants, il y a des célestes. Mais est-ce que tout ce beau monde accepte sa façon de voir la nature, de voir l'agriculture surtout? Justement. Parce que nous parlons d'une vie épanouie à travers l'agriculture. Justement, tout le monde ne voit pas la chose de la même façon. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des protestants. Et ces protestants qui sont avec lui, il y en a qui les détestent. Vous comprenez? Et cela apporte quelque chose, même si il faut juste rester là et servir la personne qui est en train de se concentrer pour avoir une idée innovatrice, même si c'est juste lui apporter de l'eau, vous contribuez à la bonne marche du projet. Donc, c'est comme ça que ceux qui ont compris, ceux qui ont eu un peu d'éclairage, sont venus au projet commun. Vous voyez donc, chez nous, il n'y a pas de catholique à part, il n'y a rien de tout ça. Donc, nous, on terre les... Nous sommes dans une forme de fédéralisme. Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous a intéressés. On n'a pas de barrière, au fait. Oui. On n'a pas de barrière. On n'a pas de barrière. Si vous dites que vous êtes dans le corps religieux, on n'a pas besoin de savoir si vous êtes... de telle obédience ou de telle autre. Non. Parce que c'est le même Dieu et c'est le même Dieu qui nous donne l'inspiration. Voilà. Alors, sur l'OSA, vous êtes dans le volet santé, mais vu sous l'angle africain. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette agriculture dont on parle, qui serait écologique, pour ne pas parler exclusivement bio, peut véritablement participer aux soins de l'Africain, et donc quitte à exclure finalement la médecine conventionnelle? Merci, monsieur le journaliste. C'est vraiment une question pertinente. Et si je dois dire une vérité implacable, je dirais qu'avant eux, j'ai eu vent de ce qu'il y a déjà des gens qui font des recherches sur des engrais, pesticides et naturels au Bénin et même au Togo. Parce que nous sommes de dimension sous-régionale. Il faut que vraiment je l'affirme. Je sais qu'il y a déjà des gens qui le font. Maintenant, et quel est le vrai mobile de chacun d'entre eux, je ne sais pas trop. Mais ceux-là sont des gens qui se rapportent mieux à nous, notre vision sur le plan de faire évoluer l'Afrique et d'impacter l'Afrique et le monde. C'est en cela que eux, leur façon de faire nous ont intéressés. Donc, excusez-moi, rappelez-moi un peu la question. Est-ce que, au plan aujourd'hui agricole, l'Afrique peut véritablement proposer une solution supérieure ou plus ou moins appropriée à la médecine conventionnelle en termes de soins? Absolument, absolument. Nous avons déjà commencé à faire des démonstrations depuis des années. Ça, nous ne reviendrons plus sur ces réalités-là. C'est pour cela que nous parlons de l'alimentation, la qualité de l'alimentation, la quantité et la qualité de l'alimentation au service de la vie et de la vieillesse durable et épanouie. C'est très important parce qu'on peut vivre et faire beaucoup d'années au lit, dans la vieillesse, au lieu d'être productif, debout et productif. Donc, c'est sur ces réalités-là que nous travaillons. Nous pouvons rester le nombre d'années que nous voulons sur cette planète Terre. C'est possible, tel que Dieu l'a créé au départ. Donc, il suffit seulement que nous jouions sur un certain nombre de paramètres. Et les paramètres là, c'est la qualité et la quantité
des produits qui entrent dans notre alimentation. C'est lorsque nous avons découvert ça que nous nous sommes dit, waouh, au lieu de continuer à parler seulement de la guérison, il vaut mieux descendre au bas échelle pour assurer la qualité d'abord de la production. Parce que c'est à partir de la qualité de la production que nous avons dans nos plats ce qui renferme encore la quantité d'oligo-éléments nécessaires pour renflouer l'organisme. Donc c'est en cela que nous disons qu'il vaut mieux regarder la santé de façon globale en passant par l'élément de base qui est préventif, qui est la qualité des produits qui rentrent dans notre cuisine. Et à partir de là, on peut déjà éviter beaucoup de maladies pour que nous qui sommes déjà engagés dans les maladies de la vieillesse, que nous soyons plus submergés en amont. Voilà. D'accord. Donc c'est en cela que nous disons que trouver des intrants naturels, mettre au service du maraîchage, de l'agriculture, de l'élevage. Oui, il y a de l'élevage, hein, parce que là, je fais un clin d'œil à quelqu'un avec qui nous avons commencé par jeter des bases dans ce sens-là, là, le docteur Babadjide, par exemple, hein, qui fait un travail colossal. C'est lui qui a initié le truc là du paysan, le village du paysan ou bien la maison du paysan, par exemple. Oui, oui. Nous sommes en collaboration avec lui pour développer un certain plan de l'agriculture et de l'élevage, par exemple, de l'élevage vu par le paysan africain ou bien traditionnel ou naturel ou bio ou écologique, comme vous le voulez. Donc, c'est tout un ensemble. Nous devons nous donner la main, serrer les coudes, hein, pour éviter les histoires de l'argent. Hein. Moussoumi, dites-nous, puisque c'est aussi une question d'espace, lorsqu'on parle de l'agriculture à dimension industrielle, on sait le nombre d'hectares que les gens exploitent ailleurs pour pouvoir donc nous envoyer le surplus à travers des programmes. Alors, en Afrique, aujourd'hui, on le sait, beaucoup d'espaces cultivables sont bradés aux étrangers. Même si certains régimes ou gouvernements font l'effort de mettre en place des mécanismes juridiques pour contrôler un peu la chose, on sait quand même le jeu de couloir en Afrique. Est-ce que vous pensez que votre rêve de disposer d'une agriculture naturelle pour l'Afrique sera réalité quand on sait très bien que nous n'avons plus suffisamment de terres cultivables? Merci. Je pense que les terres que nous avons nous suffisent largement, en ce sens que ça dépend par exemple, des intrants à utiliser. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas dire que sur 1 hectare, vous allez produire et nourrir une population d'1 million d'habitants. Je ne pourrais pas certifier parce que j'ai jamais fait l'évaluation, j'ai pas fait le calcul. Sinon, j'allais vous dire simplement oui. Parce que là, les produits que nous sommes en train de faire sortir là, dont je suis en train de parler, ça crée la surproduction. Si d'habitude, parce que là, je donne un exemple. Nous, dans nos champs et dans les collines, lorsque vous utilisez par exemple ce biofertilisant là pour un champ de maïs, un seul plant de maïs donne jusqu'à 5 à 6 épis de maïs. Voilà. Donc là, je peux me permettre de dire qu'en partie, parce qu'il faudrait que j'ai un peu de réserve, je ne sais pas comment, je ne maîtrise pas la superficie cultivable de la superficie globale de l'Afrique. Mais je pense qu'avec très peu d'espace, on peut avoir beaucoup de production. Voilà. Je me rappelle, avec les maraîchères, je prends un exemple simple, hein, parce que je n'ai pas fait des calculs selon les normes, voilà. C'est juste des planches, hein, 2 mètres sur 1 mètre, où il récoltait 1 panier et demi. Mais depuis qu'il a commencé à utiliser ce biofertilisant, il en récolte jusqu'à 3 paniers. Et des fois même plus. Donc déjà à partir de là, je me dis que nos terres nous suffisent. On pourra par exemple, à partir de nos terres, produire quand même ce qui pourra nous permettre de ne rien demander à qui que ce soit. Parce qu'il faut penser à notre propre vie d'abord. Maintenant, après, on pourra penser autrement. Et c'est dans cette logique-là que le pasteur Aouyen a mis en place le projet de troc. Le projet de troc qui nous épargne de l'utilisation de l'argent. Voilà.
L'exemple, c'est, vous me permettez quelques secondes. Oui, voilà. L'exemple est que moi, je produis rien que du maïs cette année et vous produisez uniquement que du mil. Au bout du rouleau, on s'échange les semences. Voilà, là, on n'a pas besoin d'utiliser de l'argent, mais juste à partir de peu d'intrants naturels, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc je pense que c'est possible que nos terres en Afrique, au Bénin, puissent quand même satisfaire ceux dont on a besoin avant de parler de la production industrielle à l'étape mondiale. Alors, ne pas donc ingérer les produits chimiques dans l'agriculture, c'est possible, mais quand on sait très bien que les frontières ne sont pas forcément ce que nous voyons, parce que les espèces qui transportent, par exemple, le pollen afin de féconder d'autres plants, peuvent quitter une région où on produit donc ces cultures à base de produits chimiques, donc contaminer également vos produits. Est-ce que vous pensez, parce que votre projet également, c'est d'avoir un champ naturel pour participer à cette prise en charge sanitaire. Est-ce que vous pensez que vous serez vraiment à l'abri des produits chimiques à la fin? Merci, monsieur le journaliste. C'est vraiment un combat implacable qu'il faut mener contre le bradage de nos terres aujourd'hui. C'est déjà bon que nous ayons des Africains qui pensent à comment fabriquer des engrais chimiques, excusez-moi, des engrais biologiques, des pesticides biologiques et tout cela. Nous rêvons de cela il y a très longtemps. Parce que lorsque nous allons nous mettre dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage et tout ce que vous voulez, si les pesticides ne sont pas naturels, comment on peut avoir une production saine à la fin? Ce ne serait pas possible. Donc, pour nous autres, les pesticides et puis les engrais biologiques boostent la quantité et la qualité en principe. Donc, sur un petit espace, on peut avoir un résultat époustouflant. C'est en cela que nous disons tout à l'heure que lorsque nous prenons l'agriculture familiale et que nous savons que l'Africain ou le Béninois, l'Africain, revient toujours sur le socle de la famille. On peut toutefois mettre sur pied un ensemble de mécanismes qui permettent de faire quoi? De booster l'agriculture et traditionnelle et avec un certain nombre de pans, comme par exemple la création des ruches de miel, parce qu'on en a besoin obligatoirement dans la médecine traditionnelle. Et le palmier à huile, on en a besoin sérieusement dans la transformation des médicaments et tout. Donc, on a tout un ensemble de dispositions que nous pouvons prendre et qui nous permettra de faire quoi? De régler un tant soit peu les problèmes de trucs là, de la fertilité des sols. Et dès que nous aurons fait cela, je pense qu'à partir de là, nous pourrons commencer par nous libérer des emprises de la colonisation continue et faire en sorte qu'en ce moment-là, nous devenions plutôt nous-mêmes. Prenez la situation de l'alimentation ou des produits à l'alimentation. Mais c'est des problèmes récurrents aujourd'hui parce que lorsque nous prenons les guerres bactériologiques aujourd'hui, surtout le cas de Covid-19 qui est en train de sévir actuellement, cela nous rappelle à l'ordre. Parce que la sécurité, aujourd'hui, dans certains cas avant, lorsque les gens parlaient d'Ebola ou je ne sais pas quoi, et les gens disent qu'ils vont larguer des militaires pour surveiller. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que les militaires ont à foutre dans l'histoire d'Ebola? Mais c'est après, des mois après, des années après, que je me suis rendu compte que c'est une affaire de sécurité. Donc, si les pays veulent aujourd'hui couper le cordon ombilical, il faut que les pays puissent faire quoi? Produire ce que nous consommons. Si on ne produit pas ce que nous consommons, c'est une porte ouverte à tous les essais. Après les essais, les déstabilisations bactériologiques, si nous ne nous nourrissons pas de ce que nous produisons, il nous serait difficile de nous mettre à l'abri. Donc, excusez-moi, la meilleure façon de commencer par régler les problèmes là, c'est que de façon synergique que nous travaillons à mettre sur pied des mécanismes qui permettent de faire quoi? De lancer les grands jalons de notre développement. Et ça doit être de façon, comment vous appelez ça, collégiale, et de façon africaine plutôt, excusez-moi. Donc, c'est un devoir pressant
de commencer par travailler de façon synergique. Monsieur Moussami, oui, puisque vous êtes sur le terrain de la pratique déjà, j'ai posé tout à l'heure la question à monsieur Ouloussa, est-ce que vous êtes à l'abri? Parce que, rappelez-vous, le Burkina Faso avait fait l'essai quand même du coton BT. On a vu les résultats, ils ont porté même plainte contre Monsanto, cette entreprise, cette industrie américaine qui a fabriqué donc le produit. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'abri de ces insectes qui pourront quand même venir avec des pollens, des produits chimiques, se poser dans vos champs et infecter d'une manière ou d'une autre vos productions qui sont censées être quand même naturelles? Voilà. Je crois que oui, c'est possible. On pourra se mettre à l'abri parce que c'est ce que nous produisons que ces insectes, ces animaux-là consomment. Je crois que tout de suite là, lorsque nous regardons l'aspect de l'Afrique ou du monde, ça fait peur. On se demande, est-ce que c'est possible? Parce que vous pouvez être ici et un oiseau peut quitter l'autre bout du monde et venir déféquer dans votre champ. Et puis voilà, ça va infecter votre champ. Et je crois que la chose doit aller progressivement. Il faut que ça soit progressif. Parce que c'est un combat qui va se mener sur beaucoup d'années. Voilà. Déjà que on nous dit, parce que lors de certaines formations, puisque je suis dans l'agriculture naturelle, j'essaie de fouiner un peu dans les autres secteurs, que ce soit la pisciculture, l'élevage et autres. Lors d'une formation, on nous a dit que les produits chimiques qui sont injectés dans le sol, lorsque ça rentre dans les eaux de ruissellement et que les poissons consomment, il y a des qualités de poissons là qui gardent ces effets chimiques là pendant 400 ans. Autrement dit, ce poisson-là, il va falloir qu'on reprenne l'utilisation des produits naturels, biologiques, pour changer l'aspect de ces sols-là, pour que désormais l'eau de ruissellement soit aussi naturelle. Parce que lorsque vous produisez chimique et que ces poissons, ces animaux boivent ces eaux-là, vous aussi, vous êtes... Et là, ça devient plus grave. Parce que vous avez déjà consommé l'aliment chimique qui est en vous, et après, c'est l'animal chimique là encore que vous consommez. Donc, je crois que avant que nous ayons tout ce que nous produisons de façon saine, il va falloir que nous organisions. Parce que la chose part de nous. La chose part de nous. Comment est-ce qu'on peut avoir, par exemple, aujourd'hui, des animaux ou des arbres qui ont 300 ans, des millions d'années, et l'homme aujourd'hui n'arrive pas à avoir 90 ans, ou carrément quand vous avez 80 ans, et que vous rendez l'âme, on applaudit. Mais c'est aberrant. Donc, il va falloir que nous corrigions la chose, alors que tout ça est mis au profit de l'être humain. Ce n'est pas l'être humain qui est mis au profit de la nature, c'est la nature qui est mise au profit de l'être humain. C'est l'homme qui dirige la nature. Disons, prenons un exemple simple. Un exemple simple. C'est Dieu qui a créé l'humanité, n'est-ce pas? Disons que l'homme n'était pas né. Ça veut dire que la nature serait toujours naturelle. Donc, c'est nous qui avions créé les problèmes. Donc, mettons-nous au travail pour trouver les solutions. Donc, je pense que c'est possible qu'on ait une production 100% naturelle de par toute l'Afrique et de par tout le monde. Mais il va falloir que le travail soit progressif. Parce que c'est un travail qui se fera de bout en bout et l'information doit passer à tous les niveaux. Parce que ce qu'on rencontre qui est très très difficile et qui est très grave, lorsque vous allez parler par exemple d'une formation comme celle-là que nous donnons gratuitement depuis bientôt 2 ans, les gens vont vous dire, mais moi je ne fais pas l'agriculture, qu'est-ce que je vais foutre avec? Ah bon? Lui, son arrière-grand-père, il faisait quoi? Il travaillait dans l'informatique? C'est faux. C'était l'agriculture, l'élevage, la pêche. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il se met dans un bureau et il veut banaliser tout ça? Donc, moi, je pense que nous sommes en train de vouloir être plus que les colons. Les gens nous ont déjà tués psychologiquement et nous voulons encore nous donner à eux et être comme eux ici. Et je pense que le colonisateur, en réalité, n'a jamais financé pour sauver. Ils n'ont jamais financé pour sauver. Ils ont toujours financé pour tuer. Voilà pourquoi le pasteur Armien a refusé tout financement. Si le financement vient de l'intérieur du pays, du Bénin ou de l'Afrique, là on comprend. Il y a des clauses qui seront établies. S'ils sont d'accord, on les fait. Au cas contraire. Mais ne venez pas nous changer les clauses parce qu'on en a vu. Les gens ont eu de belles idées et après,
à cause d'une simple virgule dans les clauses, on dit non, que bon, c'était pas ce qu'on a dit. Donc, nous, on s'abstient de tout contrat extérieur. Voilà comment nous sommes naturels. Donc, nous ne sommes pas uniquement que naturels au niveau de l'agriculture, nous sommes aussi naturels au niveau des contrats. Voilà. Ouais, le colonisateur n'a jamais forcément financé pour tuer. C'est l'utilisation que les propres Africains qui reçoivent ces financements font de ces financements-là qui constituent véritablement le blocage ou carrément la mort. Alors, dites-nous aujourd'hui, monsieur Oluosa, qu'est-ce que vous proposez concrètement, ne serait-ce que sur le plan sanitaire ou agricole, si vous voulez, aux Africains pour qu'ils puissent vous suivre? Parce que oui, s'il y a des réticences, c'est parce que le message n'est pas bien libellé. Oui. Merci, monsieur le journaliste. Ce que nous proposons, c'est d'abord commencer par déverrouiller l'esprit de la race noire. Ça commence par là. Et là, après, nous allons parler de l'Afrique plurielle. Il faut commencer par déverrouiller ça parce que c'est l'esprit qui commence par être qui est colonisé d'abord. Et c'est à partir de là que tout le reste passe. Il faut que l'Africain commence par savoir quelle est la base fondationnelle de la création humaine. C'est par là qu'il faut déjà commencer. Aucune race au monde ne peut égaler la race noire, sur le plan physiologique et sur le plan scientifique. C'est pas possible. Donc, commençons déjà par savoir que c'est une richesse inouïe. Nous ne disons pas que les autres ne sont pas... Non, nous sommes interconnectés. Pourquoi? Parce que nous sommes la base qui a généré les autres. Donc, à partir de cette réalité-là, que chacun nous reconnaisse tel quel. OK? Et nous-mêmes, nous allons les reconnaître tels qu'ils sont. Et vous allez voir que nous allons vivre dans une terre qui redevient sacralisée et les coups bas là ne seront plus permis. Chacun sera à l'aise là où il est. Donc, si je dois aborder dans le sens de la question que vous venez de poser, c'est simple. C'est simple. L'Afrique doit renaître de ses cendres. Mais c'est de nous. Le tout revient à nous. Le tout revient à nous. Et donnez-moi la chute de votre question, s'il vous plaît, parce que là, donnez-moi la chute. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'en réalité, si le message est bien passé, les Africains pourront quand même adhérer à vos idées. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut réactiver les familles parce que la cellule de base d'un peuple, là, c'est la famille. Donc, il faut commencer déjà par réactiver l'agriculture familiale. Et à partir de ces réalités-là, donner des formations qui permettent aux gens d'accroître leur production en quantité et en qualité à partir des biofertilisants et des pesticides traditionnels et naturels tels que nous l'avons eu à partir de ce que vous proposez, de ce que le pasteur Aouian propose. D'accord? À partir de là, il y a aussi l'élevage traditionnel que nous devons améliorer. C'est en cela que j'ai cité le nom de notre partenaire tout à l'heure, le partenaire Babadjide. Tout cela, là, nous devons travailler en symbiose. Pour faire quoi? Pour créer des familles riches, pas en CFA, pas peut-être en dollars, mais riches de par leur santé de la tête jusqu'aux pieds dans les deux dimensions, dans la dimension spirituelle libérée, et mise au service de leur développement eux-mêmes. Donc, à partir de là, nous allons restaurer et l'Afrique et le monde en même temps. Parce que si l'Afrique n'est pas à l'aise, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique est la racine du monde. Si la racine n'est pas en forme, comment vous voulez que le tronc de l'arbre tienne? Comment vous voulez que les autres particules ou bien les autres dimensions de la race humaine puissent tenir? Donc, réhabilitons la race noire. C'est impérieux de le faire. Alors, Monsieur Roussobi, c'est un appel de Georges Oluosa, panafricaniste et également phytothérapeute. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça le message important aujourd'hui pour l'Africain, décomplexé, qui veut vraiment aller de l'avant, conquérir le monde, rivaliser avec les pays dits entre griffes, développés? Est-ce que vous pensez que c'est ce raisonnement-là qui va l'amener? Je crois que la première des choses, c'est la reprogrammation. C'est la reprogrammation parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes sur le terrain et nous vivons des choses que les gens ne comprennent pas. Je dis que la reprogrammation est très importante en ce sens-là que... Non, vous estimez avoir été reprogrammé déjà? Oui. Moi, j'ai été reprogrammé parce que nous tous, on a été à l'école des Blancs. Voilà, donc c'est ça. On sait ce qu'il y a dedans et on sait quand on veut se focaliser. Uniquement sur ce que ces gens-là nous apprennent, on sait ce qu'on devient. Maintenant, la reprogrammation est très importante en ce sens que je vais donner un exemple pour expliquer parce que sur le terrain,
au début, lorsque nous avons commencé par faire ce partage-là du biofertilisant, du biopesticide, les gens refusaient. Mais on a eu une idée, on s'est dit, bon, les gens aiment tellement les choses venues d'ailleurs, on va essayer quelque chose. Et on a pris un papier sur lequel on a tapé des écritures chinoises, je ne sais quoi, je ne sais même pas d'où ça vient. De toute façon, on a tapé des choses que les paysans n'arrivent même pas à lire. Eux-mêmes, ils savent que ça, c'est pas le français. Et quand on voit l'écriture, on sait que ça, c'est chinois ou c'est du japonais. Voilà. Donc, quand on a collé, c'était pour donner gratuitement. Quand on leur a dit, bon, voilà, c'est un biofertilisant qui est venu de la Chine et c'est très efficace, ils ont pris. Et c'est après utilisation pour des hectares de plantations d'orangers et que les fruits ont donné correctement, c'était bien gros, bien sucré et tout. Ils nous ont rappelé pour nous dire, ah, vos produits chinois là, est-ce que vous pouvez nous trouver? Procurer encore. C'est là maintenant on est allé leur faire la formation pour leur dire que c'est pas un produit chinois, c'est un produit béninois. De chez vous. De chez nous. Donc, il va falloir que on reprogramme. Mais il va falloir aussi que nous pensions à trouver la méthode de la reprogrammation. Nous, c'est comme ça que nous avons procédé avant de se faire accepter chez ces gens-là pour qu'ils reçoivent une formation gratuite de biofertilisants. Vous voyez un peu, donc, c'est vrai, on va reprogrammer, mais sincèrement, il va forcément falloir qu'on s'assied et travaillons vraiment pour voir quelle sera la technique que nous allons adopter pour cette reprogrammation-là. Je crois que de là, les gens auront l'éclairage. Et je crois que de part et d'autre, c'est ce que nous devons faire. On va bientôt sortir de cette émission, Georges Olosa. Est-ce que vous avez été surpris par cette attitude des Noirs vis-à-vis de l'innovation de leurs frères africains? Je ne suis pas surpris parce que je suis un homme du terrain. Sur le plan de la santé, par exemple, je ne peux pas comprendre comment des gens aient vécu avec la sonde pendant 22 mois. Sonde et puis sachet urinaire pendant 22 mois. Qu'on ait pu guérir en 2 mois. D'accord? Dont on a enlevé tout ça là, tout le mécanisme là. Qui depuis 4 ans et demi tiennent. Mais dans le même ordre d'idée, on prend les gens avec beaucoup d'argent qu'on envoie ailleurs et qu'on opère et puis bon, qui reviennent à moitié. Donc lorsqu'on prend ces réalités-là, un peu comme il a dit tout à l'heure, la meilleure façon c'est de commencer par faire quoi? Pas faire des démonstrations. Nous on fait des démonstrations à travers la sous-région dans les maladies dites incurables. Pendant des années, notre fondation fait des démonstrations à travers toute la sous-région pendant des années gratuitement comme ils le font. Donc, allons comme ça. Et dès qu'on aurait implémenté cette nouvelle vision à l'Afrique, je pense qu'à partir de là, les Africains vont commencer par croire que leur vie, leur réussite n'est pas ailleurs. Tous ceux qui s'en vont mourir dans la mer, dont on ne sait même pas les finalités depuis que les gens meurent dans la mer. Là. Il faut qu'on finisse avec ça, qu'on commence par démontrer ici qu'on a des solutions ici inouïes. Donc il faut mettre cela à disposition gratuitement. Et à partir de là, je pense qu'on aurait résolu un certain nombre de problèmes. Merci à vous, Georges Olosa. Vous êtes phytothérapeute panafricaniste. Merci également à vous, Philippe Moussomi, promoteur d'agriculture naturelle. Est-ce que vous avez un petit mot en 30 secondes? Oui, moi je vais juste remercier la télévision, Sika TV, pour ce que vous faites pour le développement durable et en même temps remercier aussi le pasteur Aouyan pour ce qu'il fait. Et je demanderai à toute personne qui voudrait bien l'accompagner dans ce schéma-là de le faire pour que l'Afrique puisse prospérer. Georges Olosa, en 30 secondes, juste en 30 secondes, c'est fini. Je remercie, comme il a dit aussi, la télévision Sika TV parce que ça ne court pas les rues, que des gens qui ont des idées et qui n'ont pas forcément de l'argent, soit pris dans cette dimension-là du panafricanisme. Donc, nous remercions de Sika TV pour tout ce qu'elle fait déjà pour le développement du Bénin et de l'Afrique. Et nous disons que le chantier est ouvert et que nous devrions en principe continuer à impacter positivement l'Afrique et le monde du 21e siècle. C'est encore possible que l'Afrique ait une agriculture pour une vie épanouie et durable. Chers invités, merci pour vos éclairages et contributions. C'est un débat africain et chacun doit pouvoir donc se retrouver et apporter également du sien pour que véritablement le berceau de l'humanité se révèle à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était donc ici et ailleurs et à très bientôt.